Bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Unipop Histoire sur un thème dont on n'a pas beaucoup l'habitude sur ces Unipop, la séduction en France. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir Robert Muchimblé, qui est un éminent historien, historien de la culture, l'histoire culturelle, l'histoire sociale en Europe et particulièrement en France. Alors vous avez peut-être eu l'occasion de lire certains de ses ouvrages, puisqu'il en a publié plus d'une trentaine, traduites dans de nombreuses langues, sur différents sujets, comme la sorcellerie, on en parlait tout à l'heure, mais aussi la sexualité, la violence, la criminalité. Et ce soir, il vient pour nous parler donc de la séduction, donc un livre qu'il a fait paraître aux Belles Lettres l'année dernière, qui s'appelle La séduction, une passion française. Et donc, eh bien, je lui cède la parole et on aura l'occasion juste après de pouvoir échanger avec vous. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Oui, à mon âge, la séduction est un souvenir, mais la séduction n'est plus ce qu'elle était en fait. Je suis un historien des codes culturels et des pratiques culturelles. Et j'ai rencontré la séduction en faisant de l'histoire d'autres choses, en regardant par exemple comment les Français avaient utilisé la séduction de leur roi ou de leur président de la République pour faire quelque chose d'un peu spécial. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Une passion française ». La séduction est une sorte de codification des relations entre les hommes et les femmes. Elles ne sont pas facilement codifiées, ces relations. Elles peuvent prendre des formes brutales, violentes, etc. Mais les sociétés, comme la nôtre, ont codifié ces relations. Elles les ont codifiées jusqu'à une époque récente comme un mythe masculin. La séduction, c'est seulement pour les messieurs. Les femmes sont séduisantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être l'objet principal de la séduction, mais elles n'ont pas, jusqu'à une époque récente, le droit d'être séductrices. Seul l'homme est un séducteur. C'est un peu de ça que je vais vous parler. En remontant dans le temps, vers mes petits plaisirs d'historien, je suis plutôt un spécialiste du XVIe siècle au point de départ, et j'ai découvert la séduction avec François Ier. François Ier, qui était un bel homme d'ailleurs, c'était un homme grand pour son temps. Il faisait au moins 1,90 m et il avait un nez en proportion d'ailleurs. Et il était extrêmement séduisant et séducteur, mais séducteur d'une manière un peu particulière, parce que quand une femme lui plaisait, si c'était une femme mariée, eh bien, il se mettait tout simplement à faire peur au mari, peur de l'envoyer en prison, peur de lui passer une épée à travers le ventre, ou peur de lui faire beaucoup d'autres ennuis, pour avoir le plaisir de dire quelques petites choses précises à son épouse. Et en fait, c'est à partir de François Ier, d'une manière qui n'a pas entièrement disparu de nos jours, que le roi de France
est devenu le séducteur suprême, l'homme séducteur par excellence. Tout simplement parce que François Ier a inauguré quelque chose qui était plus rare auparavant. Il y a des rois de France au Moyen-Âge qui avaient des maîtresses. Lui, il les collectionnait. Il les collectionnait, il les traitait avec beaucoup d'effets, c'est-à-dire qu'il leur donnait par exemple un titre de noblesse, il les faisait nommer duchesse, il leur donnait un château et il les comblait de cadeaux en même temps que de mots doux parce qu'il était aussi un homme de la Renaissance qui avait appris les codes de comportement en Italie. Vous savez qu'il était allé à Marignan, qu'il avait eu sa première grande victoire sur les troupes mercenaires étrangères parce qu'il voulait conquérir l'Italie. C'était peut-être d'ailleurs surtout parce que les Italiennes lui plaisaient beaucoup, par ailleurs. En tout cas, c'est le premier roi absolu français, c'est-à-dire il a décidé, pour des raisons politiques, de créer une image très spéciale du roi. Le roi était depuis longtemps en France sacré. On le sacrait à Reims et il était thaumaturge, c'est-à-dire miraculeux. Il pouvait soigner et guérir les maladies. En tout cas, une maladie qui s'appelait les écrouelles, c'est-à-dire des sortes de pustules gangréneuses sur le corps. Et les rois de France, jusqu'au XIXe siècle, ont utilisé cette sorte de pouvoir pour guérir des tas de gens qui venaient ébahis chaque année vers Pâques pour se faire toucher par le roi. Le roi te touche, Dieu te guérit, disait-on. Et il n'y avait que le roi de France qui faisait ça. Le roi d'Angleterre a essayé de l'imiter, mais il n'était pas assez sacré sans doute. Il n'a pas réussi à être un grand toucheur. Toucheur d'écrouelles, bon, mais il n'était pas seulement toucheur d'écrouelles, bien sûr, hein, puisque nous savons que Henri IV, quelque temps plus tard, touchait aussi beaucoup les dames. Mais il touchait des centaines de scrofuleux, c'est-à-dire de malades, parce que c'était le pouvoir du roi de France, pouvoir miraculeux, que personne d'autre n'avait, même les Espagnols qui sont près de chez vous. Quand le roi de France venait près de leurs frontières, par exemple lorsque Catherine de Médicis a fait faire un tour de France, pas à vélo, hein, mais à cheval, dans des chariots, à son jeune fils Charles, qui était devenu très jeune roi de France, eh bien, le roi de France a touché les gangréneux, a touché les malades, comme d'habitude, en France, mais aussi des centaines d'Espagnols qui en ont profité pour venir toucher le miracle et être guéris par le roi français. Alors, c'est à partir de là que je me suis un peu interrogé sur la séduction. Qu'est-ce qu'elle était, cette séduction? Eh bien, en France, elle a été jusqu'à une époque très, très, très récente. Peut-être encore aujourd'hui, ça je ne sais pas. Il faudrait que vous voyiez vous-même ce qu'il en est. Elle a été exceptionnellement l'apanage du chef, du maître, du roi et de tous ceux qui lui ont succédé. Ils n'ont pas tous été, comme lui, capables de guérir les maladies, parce que certains se sont un peu plus mal comportés que d'autres et ils ont perdu l'occasion d'utiliser le pouvoir. Déjà,
le pouvoir en question avait un peu baissé au temps de Louis XV. Vous savez, Louis XV était aussi un très bel homme qui avait d'assez nombreuses maîtresses, mais lui, il était très timide, il fallait lui trouver de ses maîtresses. Alors on lui en apportait, on lui en montrait, puis il s'entichait de ses maîtresses. Et en 1744, il a eu la très mauvaise idée d'emmener sa maîtresse en titre, qui était une grande noble, une duchesse, à la guerre. Il était obligé de conduire ses armées en guerre à Metz. Et là, il s'est passé une chose épouvantable pour lui. Il est tombé très malade, extrêmement malade. Il a failli mourir et on lui a refusé l'absolution parce qu'il avait sa maîtresse avec lui. Il a été obligé de la renvoyer pour obtenir l'absolution, mais il ne s'est jamais vraiment bien remis de cette histoire parce que jusqu'à la fin de son règne, il n'avait pas entièrement le droit de faire ce que sont les gestes du roi sacré et il ne touchait pas les écrouelles. Il y avait donc une perte de pouvoir au temps de Louis XV. Quant à Louis XVI, lui, il l'a perdu d'une autre manière. Il n'était pas assez viril. C'était un homme qui a eu énormément de mal à obtenir des enfants. Certains ont d'ailleurs dit méchamment qu'il n'était pas de lui, mais de son frère, ce qui est difficile à prouver, mais peu importe. En tout cas, Louis XVI est devenu une sorte de roi qui manquait de virilité et on lui a beaucoup reproché, c'est une des raisons probablement de sa perte de pouvoir. On se moquait de lui parce qu'il préférait s'intéresser aux serrures qu'aux dames. Alors, ces choses-là, néanmoins, se sont conservées et j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les visages des 25 présidents de la République qui se sont succédés en France jusqu'à nos jours. Je me disais, ils doivent être tous extrêmement beaux et séducteurs. Si vous regardez les images, vous êtes un peu déçus. Vous trouvez par exemple le brave Thiers, le petit Thiers, qui était très rondouillard et qui n'avait pas une beauté à subjuguer les foules. Mais grâce à la puissance théorique virile du président, il abattait. Les journaux se sont d'ailleurs un peu moqués des trois moitiés de M. Thiers. Les trois moitiés de M. Thiers, il était en fait célibataire, mais il avait une maîtresse qui était une grande bourgeoise, c'est la première moitié, et il a eu des privautés pour sa fille et pour la sœur de cette fille. C'était ça les trois moitiés de M. Thiers. Il y en a un autre, comme vous le savez, il est mort au labeur, puisqu'il a eu quelques malaises lorsque une dame qu'on appelait alors une grande horizontale, c'était une femme du monde, mais c'était aussi une dame qui aimait le pouvoir. Donc elle était allée un jour le consoler un de ses présidents et il a perdu connaissance. D'ailleurs, ça a été l'occasion, les Français sont très taquins. On raconte une anecdote qui est certainement fausse, disant qu'on est allé voir le président parce qu'il
il était étendu, et quelqu'un a demandé est-ce qu'il a toujours sa connaissance? Et quelqu'un a répondu non, elle est sortie par la porte de derrière. Ce qui... Bon. En tout cas, sachez que nos présidents, sauf quelques-uns, ont été de grands séducteurs, de très grands séducteurs. Pensez par exemple près de nous à Chirac, qui était pour sa femme, c'était monsieur un quart d'heure douche comprise. Et quant à Giscard d'Estaing, vous savez qu'il était très intéressé par les dames et qu'il a même écrit un livre dans lequel il essaie de raconter qu'il a obtenu les faveurs de Lady Di. Ça a fait d'ailleurs quelque chose qui n'a pas été très reçu avec beaucoup de plaisir par les Anglais. Il y a même eu une sorte de problème diplomatique à ce moment-là. En tout cas, une chose que je veux que vous reteniez, parce que c'est un phénomène important pour définir la séduction à la française, elle ruisselle du haut. Le chef, le maître, le roi, le président est séducteur par définition, même s'il est laid, même s'il n'est pas trop intéressé par la gent féminine. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Non, je ne vais pas parler d'aujourd'hui, mais Louis XIII était un homme, on disait, à voile et à vapeur. C'est-à-dire qu'il était bien obligé de faire des enfants, parce que sinon la couronne aurait quitté la famille, mais il préférait quand même Saint-Mars et quelques autres beaux hommes de son époque. C'est d'ailleurs une époque où on a failli avoir réellement des modes extrêmement belles pour les hommes. C'était la première fois en France que les hommes étaient parés de plumes plus multicolores que les dames. Les vêtements du temps de Louis XIII sont des vêtements extrêmement intéressants. Mais l'histoire évolue et je passe à l'invention du système qui va permettre de définir la séduction à la française, celle que le monde entier nous envie. C'est né au XVIIe siècle. Ça s'appelle, en réalité, au point de départ, c'est le code de la politesse. Le code de la politesse, au point de départ, n'est pas du tout destiné à régler les rapports entre les hommes et les femmes. Vous savez, ouvrir une porte, par exemple, ou quand on monte un escalier, est-ce qu'on suit ou est-ce qu'on précède la dame, hein? Ça, c'est le code de la politesse, tel qu'il a été développé différemment au XIXe siècle. Mais au XVIIIe siècle, le code de la politesse est né à la cour. Il est né à la cour de Louis XIII et surtout de Louis XIV, comme une sorte de système de suggestion des hommes de bonne origine, des courtisans et des autres, un système de suggestion les uns par rapport aux autres. La politesse, au point de départ, était destinée à régler les rapports entre mâles dominants. Un mâle dominant, ça veut dominer. Donc, il fallait trouver un moyen de le lui permettre, par exemple, comment marcher à côté du roi.
Comment marcher à côté du roi si on est un prince, un duc, un comte ou un simple laquais? Comment marcher? Eh bien, ça, c'est réglé par le système de la politesse au XVIIe siècle. On appelle ça prendre le haut du pavé. C'est une formule d'aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, les rues étaient bombées. Donc il y avait un écoulement vers les côtés. Les rues étaient pas toutes pavées, même à Paris. En plus, dans les villes, il y avait de nombreux animaux errants, c'est-à-dire en particulier des chiens et des porcs. Les porcs étaient élevés pratiquement dans les rues de Paris, encore au XVIIe siècle. Alors, tenir le haut du pavé, c'est pour ne pas se crotter les bottes. C'est-à-dire, le roi ou le chef. Le système de politesse est adaptable ensuite à toute forme de relation sociale. Ça donne votre place. Celle qui est celle de la politesse, c'est-à-dire de l'obligation. L'obligation parce que si vous êtes le prince de Condé, vous avez le droit de vous placer à droite du roi et de vous crotter un peu moins les bottes que les autres. Si vous êtes un duc, vous avez le droit de vous placer à sa gauche. Même chose, et ainsi de suite. Alors ce système de la politesse est en fait ensuite devenu moins misogyne. Au point de départ, il est extrêmement misogyne, mais il faut dire que le XVIIe siècle était particulièrement misogyne. Quand on sait, par exemple, que Lully, furieux un jour, parce qu'une de ses actrices qui devait jouer dans une pièce est arrivée en lui disant « je suis enceinte », eh bien, il lui a donné un coup de pied dans le ventre. Ce qui n'était pas un acte de grande politesse, effectivement, mais à l'époque, c'était d'ailleurs une volonté de la faire avorter. Parce que souvent, quand on donnait un coup de pied dans le ventre d'une femme, c'était avec la volonté que l'enfant ne puisse pas naître. En tout cas, le système est devenu un système plus féminin au XVIIIe et au XIXe siècle. On a intégré la politesse pour en faire une sorte de définition de la supériorité du mâle qui est entouré de femmes auxquelles il rend un culte évident par ses bonnes manières. Marcher avec elles, leur ouvrir la porte, leur parler d'une certaine façon, éviter les grossièretés. Évidemment, c'est une évolution de la cour, parce qu'auparavant, au XVIe siècle, à la cour, on troussait derrière un rideau sur les escaliers, c'est-à-dire les hommes du temps de Henri III ou de Henri II n'hésitaient pas à sauter sur une dame qui leur plaisait pour l'attirer dans un coin et faire avec elle des choses que la morale réprouve. Au XVIIIe et XIXe siècle, cette politesse a aussi intégré une série de dames qui pourtant n'avaient pas une excellente réputation. La séduction est un phénomène, je vous disais, entièrement masculin. La femme n'a pas le droit à la séduction. Elle n'a aucun droit à la séduction. À cette époque, 17e, début 18e siècle, où la religion dit « le corps humain ne doit pas être montré, la femme ne doit pas montrer la moindre parcelle de sa chair ni de ses cheveux, cachez vos cheveux, et de toute manière,
vous n'avez aucun droit de vous comporter en séductrice. Dieu va vous punir. En somme, la morale du temps est une morale masculine, virile, qui ne laisse à la femme que la possibilité d'être une potiche séduite. Les femmes ne sont pas capables de séduire de façon active. C'est ce qu'on prétend. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Dans les auberges, y compris dans tous les films de Cap et d'épée que vous avez certainement vus, dans les auberges, on voit bien la serveuse qui aguiche avec l'œil ou en bougeant certains endroits précis de sa personne, etc. Mais ça n'est pas normal en somme, et ça n'est surtout pas normal dans la bonne société. Cacher ce sein que je ne saurais voir, Tartuffe, la misogynie, hein, parce qu'il n'y a pas que le sein qui devait se cacher, c'est la totalité de la femme. Les robes de cour, y compris encore au XVIIIe siècle, sont des robes jusqu'à terre. On ne voit rien, sauf, évidemment, quelques dévergondés qui, à l'époque de Louis XIII, parce qu'il ne s'intéressait pas assez à elle, alors elle venait lui mettre sous les yeux leur sein nu. Eh bien, le roi n'aimait pas beaucoup ça, pour des raisons que j'ai déjà signalées. Un jour, il y en a une qui a fait ça, et il lui a craché sur les seins, Louis XIII. Non, on ne fait pas ça, mais pour lui, c'était aussi quelque chose d'interdit par la religion. On ne doit pas montrer son corps, même si certaines le font. En tout cas, jusque la Révolution française, à la cour, on ne voit passer que les pieds. Il est vrai que Catherine de Médicis, qui était une délurée, avait inventé apparemment la petite culotte féminine pour monter à cheval. Parce que les femmes, jusqu'à Catherine de Médicis, montaient à cheval les deux jambes d'un seul côté du corps de l'animal, sur des selles spéciales, de façon à ne pas dévoiler, à ne pas montrer leurs jambes. Les jambes sont très érotiques et pour une raison toute simple, puisqu'on ne les voit pas à la cour. Tout est caché. Les robes de cour, les perruques, et puis les masses de fards de toutes couleurs dont on s'enduit le visage. Mais il est vrai qu'il n'y a pas que les femmes qui portent du fard au XVIIIe siècle. Les hommes également se maquillent à la cour. En tout cas, on ne montre pas non plus les poils, ni ceux des hommes, ni ceux des femmes. C'est pour ça qu'on a inventé en réalité la perruque. On ne peut les montrer qu'à certains endroits bien précis, selon certaines modes, c'est-à-dire la barbiche des mousquetaires du temps de Louis XIII ou la grande barbe des présidents français au XIXe siècle, par exemple. Mais les choses ont changé parce que des femmes se sont mises à avoir envie de séduire et elles ont séduit. C'était interdit, certes, mais au XVIIIe siècle, quelques dévergondés choisis par le roi, les filles de l'opéra, elles étaient nombreuses, hein, les chanteuses, les danseuses de l'opéra, elles avaient un statut spécial, elles n'étaient plus sous la tutelle de leurs parents, ni de leur mari si elles étaient mariées, elles étaient directement des filles du roi, gérées par un inspecteur des mœurs au XVIIIe siècle, qui vérifiait ce qu'il en était
et donner des indications, des explications, des petites anecdotes au roi pour qu'il puisse choisir ce qu'il voulait dans cet ensemble. On a conservé comme ça 500 fiches plus de 500 fiches des inspecteurs de la police des mœurs qui étaient attachées aux filles de l'opéra. Et ces filles de l'opéra avaient une spécialité, c'était avant l'heure des grandes horizontales. C'est-à-dire, elles n'étaient pratiquement pas payées à l'opéra, sauf les très grandes vedettes, et ce n'était pas suffisant pour faire une grande carrière. Alors, elles se vendaient à tous les hommes riches qui se faisaient un plaisir d'aller choisir à l'opéra leur maîtresse, souvent une maîtresse très partagée. La maîtresse prenait un milord pot-au-feu, c'est-à-dire, par exemple, un prince de la maison royale qui lui payait un palais, des chevaux, un carrosse, etc. Et elle se trouvait aussi des amants secondaires et même des amants de cœur qu'elle appelait des greluchons. Un greluchon, c'était un brave jeune, un étalon, qui était choisi par la dame parce que il faut bien que jeunesse se passe, comme on dit. Donc, ce monde de l'opéra est un monde extraordinaire. Si j'en parle, c'est qu'il a survécu au XIXe siècle. Il existe aussi au XIXe siècle. Ça devient les grandes actrices. Les grandes actrices du XIXe siècle se font une réputation extraordinaire comme actrice, par exemple Rachel, qui était une tragédienne des années 1840, une des plus célèbres tragédiennes de son temps, Sarah Bernhardt, jusqu'aux années 1920. J'en prends deux parce que je ne peux pas vous raconter l'histoire de toutes ces dames. Mais toutes ces dames ont fait des affaires extraordinaires, sont devenues ce qu'on a appelé au XIXe siècle des grandes horizontales. C'est-à-dire pas des prostituées de bas niveau, des femmes qui se faisaient entretenir par les plus riches, les plus puissants, le roi lui-même. Madame de Pompadour est une de ces femmes. Elle a été en réalité formée par sa mère, qui était une dame riche parisienne, mais de vertu moyenne, et qui l'avait formée pour un roi, en lui faisant apprendre le chant, la musique, la représentation théâtrale, etc. Elle avait tous les charmes et elle a réussi aussi à subjuguer politiquement et intellectuellement Louis XV, mais Madame du Barry était une prostituée. Sa mère était une prostituée, elle était une bâtarde de prostituée, on l'a cachée. Le roi lui a fait faire une généalogie parfaite, parce que quand même, ce n'est pas très bon de montrer ces choses-là, mais Madame du Barry était une prostituée qui se trouve dans les fiches des inspecteurs de police dont j'ai parlé. Elle avait un souteneur qui était le frère de celui qu'elle a épousé, le comte du Barry. On lui a fait épouser le comte du Barry pour lui donner une généalogie noble, hein, et pour la faire sortir, en somme, de ces choses-là. Alors, ce phénomène, c'est pour vous dire aussi que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la séduction féminine existe, mais c'est une séduction qui est faite, qui est considérée comme totalement anormale.
vous pensez bien que les femmes, les épouses des Milord Pot-au-Feu et des milliers d'individus qui tournent autour des filles de l'opéra, des grandes cantatrices, des grandes actrices du XIXe siècle, tous ces gens-là ne tiennent absolument pas, bien sûr, à ce que toutes ces femmes, de ces gens-là, ne tiennent absolument pas à être prises pour le même type de féminité. Eh bien, par opposition, les femmes de bonne famille, de bonne qualité, ont été éduquées par la politesse embourgeoisée, une politesse qui s'est fortement développée au XIXe siècle et au XXe siècle. On en a encore toute une série de manuels pour vous donner à chaque période importante les codes qu'il faut suivre. Au XIXe siècle, jusqu'avant les années folles et la période en gros du début du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, une bourgeoise ne peut pas séduire. Ça lui est interdit. Elle n'a pas le droit, quand elle est mariée, de se promener dans la rue sans un homme. Son mari, un frère, un père, un factotum, quelqu'un, mais elle ne peut pas se promener seule. Elle n'a pas le droit de montrer sa poitrine, ses jambes, ses cheveux. Pensez aussi que les robes de mariage sont très claires, mais les robes de mariée deviennent beaucoup plus sombres avec le temps. Et les femmes sont interdites de parfum par les conventions. Il n'est pas normal de sentir la cocotte. Une cocotte, c'est une grande horizontale d'avant les grandes horizontales, c'est-à-dire c'est une prostituée de qualité. Elles se mettent de nombreux parfums, elles utilisent le parfum comme un moyen d'attirer les hommes, bien sûr, mais ça n'est pas possible pour les femmes normales et les filles normales. Il y a une surveillance très importante de l'épouse, des filles, on les marie, on leur choisit leur époux, et ainsi de suite. Donc il y a deux catégories de femmes. Celles qui ne séduisent pas, en tout cas, qui ne peuvent pas séduire ouvertement, sauf dans les belles histoires de Maupassant, par exemple, où il y en a, bien sûr, qui, en douce, sont capables de trouver le plaisir là où il se trouve. Mais il n'empêche que les codes de l'époque, c'est l'interdiction qui va durer très longtemps, y compris de présenter ses cheveux. Les cheveux doivent être couverts. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour voir peu à peu les coiffures féminines disparaître. Être en cheveux, comme disait ma mère, ça veut dire être prostituée. Être dans la rue en cheveux, c'est la prostitution. Ma tante portait aussi des chapeaux. Elle était très délurée, elle fumait, mais elle fumait à la maison. Je lui ai dit, pourquoi tu ne fumes pas dehors? Une femme bien ne peut pas fumer à l'extérieur. Et elle ne peut pas aller dehors sans avoir les cheveux couverts. Ma mère aussi portait un fichu, un châle. Elle n'allait jamais en cheveux parce que les cheveux, c'est des poils. Et vous verrez à quel point Brigitte Bardot a fait une révolution en 1956, quand elle a joué dans ce film « Et Dieu créa la femme ». C'est quelque chose qui est en rupture des codes. Entre-temps,
Les codes ont été rompus par des femmes spéciales aussi. La première rupture est venue de ces grandes dames qui étaient des maîtresses de tout le monde. Sarah Bernard n'a jamais voulu dire qui était le père de son enfant, mais au point de départ, c'était une prostituée qui est dans les fiches de police. Elle est devenue ensuite une prostituée de luxe et elle a continué par la suite à avoir de très nombreux amants. Et une chose qu'on ne sait pas assez en tout cas, c'est qu'elle a introduit la séduction auprès des femmes bien, par la publicité. Elle est devenue un support de publicité au début du XXe siècle. Elle était tellement célèbre, tellement importante, qu'on l'achetait pour qu'elle fasse la publicité de tout, de parfums, de toilettes, d'objets. Et toutes ces choses-là, elle les a fait transmettre, elle les a transmises aux bourgeoises. Les bourgeoises, voyant cette femme qui avait de la classe, qui avait du charme et qui était une des plus célèbres femmes de France jusqu'à sa mort dans les années 1920, elle est devenue une sorte de modèle de transition pour permettre aux parfums, aux habits un peu différents, aux conduites un peu différentes, de transiter vers les mondes qui étaient des mondes masculinisés. Vous savez, le 19e siècle est par définition un monde de mâles qui tient leurs femmes enfermées. Elles sont à la maison. Parce qu'on leur fait croire par les médecins de l'époque qu'elles risquent d'attraper à l'extérieur une maladie blanche ou verte ou quelque chose de ce genre-là. Et on les enferme en réalité, sauf quelques cas particuliers de femmes qui rompent les amarres et qui se lancent dans une vie qui est considérée très mal à l'époque. Et les bourgeois de l'époque ont généralement deux familles. Une légitime et une qui est une femme qui est payée, qui est défrayée. Il y a à Paris, à l'époque, vers 1900, 300 000 midinettes dans la population. Les midinettes, on les appelle aussi les cousettes, ce sont des ouvrières du textile qui viennent de partout. Il y a énormément de travail dans le textile. Souvenez-vous du type des vêtements de l'époque, les grandes robes, les corsets, etc. Il y a beaucoup de travail textile. Elles sont exploitées par les grands couturiers, y compris des femmes couturières, il y en a quelques-unes, et elles ne mangent pas à leur faim. Qu'est-ce qu'elles font, les midinettes? Elles mangent sur le pouce, c'est pour ça qu'on dit midinettes. Elles mangent leur petit repas dans un parc parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller dans les restaurants. Et ces 300 000 femmes sont généralement repérées par presque autant d'hommes qui les installent dans une chambre ou quelquefois un peu mieux, qui leur font des enfants sans se marier avec elles. Et c'est un peu ce que l'on appelle, les anglo-saxons appellent ça, le double standard. C'est-à-dire, on fait semblant dans la vie quotidienne, mais le double standard est partout. Il est tellement partout que, par exemple, Paul Féval,
père a épousé une très jeune fille, comme on faisait aussi, c'était une autre technique de viril, de mâle, pour avoir un pouvoir important sur une femme. Et heureusement pour nous, elle a produit Paul Féval-Fils, si bien que les grandes aventures de Lagardère ont duré pendant très longtemps parce qu'il y avait une différence de génération entre eux. Dans un film de 1964 qui est Angélique, marquise des Anges, vous avez une mise en cause de ce modèle très masculin, mais une mise en cause qui démarre par l'ordinaire. Angélique, marquise des Anges, est mariée par son père à quelqu'un, elle n'a pas le choix, qui est nettement plus vieux qu'elle, qui est boiteux, infirme, qu'elle déteste au point de départ. C'est Robert Hossein, dans le film. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passait normalement. Les hommes épousaient des tendrons de façon à les tenir encore mieux à l'intérieur et au foyer, et ne s'embêtaient pas à avoir une double, triple, quadruple vie, comme le roi, comme les grands hommes, comme aussi quelques femmes qui avaient adopté ce mode de vie, qui était, je vous ai parlé de Rachel et de Sarah Bernard, mais il y a eu toute une série de femmes qui ont commencé à développer plus nettement ce modèle. Elles ont explosé à partir des années folles et à partir, en gros, de l'entre-deux-guerres, avec la garçonne, les cheveux courts, l'absence de seins, mais un peu plus de visualité. Au fond de tout ceci, je vais arriver maintenant à la période plus récente, c'est-à-dire au développement d'un mythe de la femme séductrice française en général. En fait, la séductrice française en général s'est développée à l'opéra, le bal de l'opéra, qui était très couru, et dans la promenade de Longchamp, dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le bordel à ciel ouvert. Des centaines de carrosses qui sillonnaient, qui partaient de Paris vers l'abbaye de Longchamp pour écouter de la musique religieuse, et qui étaient parcourus par des Amazones à cheval qui faisaient des œillades et qui choisissaient leur futur. Un futur définitif pour quelques-unes, un futur éphémère pour beaucoup d'autres. La promenade de Longchamp, qui a été racontée aussi par beaucoup d'écrivains, par Marcel Proust, par exemple. La promenade de Longchamp, c'était très élégant, mais c'était bourré de dames de petites vertus qui venaient faire leur marché. Et tous les hommes étaient prêts à y entrer. Alors, ce mythe a été complété par celui de la Parisienne besogneuse, séductrice parce qu'elle n'a pas le moyen de faire autrement. Si elle veut vivre et manger un peu plus qu'une midinette, il lui faut aussi un milord pot-au-feu, il lui faut un homme à la maison. Et malheureusement, ce n'est pas le jeune de son âge et de sa condition sociale qui peut le lui permettre. Tout ceci, c'est rencontrer le haut, le bas, les grandes prostituées, mais qui avaient beaucoup de qualité, parce qu'elles devenaient aussi
les égéries des hommes politiques. Tous les hommes politiques avaient une égérie qui les frottait de culture. Pas seulement, mais par exemple, Gambetta a été frotté de culture, heureusement, parce qu'il n'était pas au point de départ, il était un peu brut de décoffrage, et tous les hommes politiques importants avaient leur égérie, c'est-à-dire souvent une femme plus cultivée, venue de la noblesse, de la haute bourgeoisie, qui leur apprenait les codes, les comportements, etc. Et dans tout cet ensemble, Paris est devenu une vitrine internationale. Au XVIIIe siècle, Paris est le bordel du monde. Il est, pour tous les gens de haute qualité qui viennent de Russie, de Pologne, de l'Europe de l'Est en général, d'Italie, etc., c'est l'endroit où on va trouver des petites femmes françaises. C'est aussi l'endroit du luxe. Tout ceci se rencontre en même temps. Le grand luxe à la française se développe sur cette réputation et ça donne un mythe intéressant au cinéma qui est le mythe de la Parisienne. Les Parisiennes. On ne l'a pas fait pour, désolé, on ne l'a pas fait pour les Bordelaises, mais peut-être vous trouverez. En tout cas, les Parisiennes ont été l'objet, entre le début du XXe siècle et les années 1970, d'une sorte de mythe masculin. C'était assez facile. C'est des femmes qui sont devenues séductrices, mais en même temps, elles sont accessibles et elles sont tout à fait ce que désirent les hommes. C'est encore en bonne partie un mythe masculin qui se développe. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu, qu'il a perdu de son efficacité vers les années 70, quand a commencé véritablement la réclamation par les femmes de leur séduction. Elle a commencé auparavant par certaines, puisque dans le film « Et Dieu créa la femme », on a un exemple de grande bourgeoise. Brigitte Bardot était une grande bourgeoise par naissance, qui s'encanaille et décide de vivre sa sexualité comme elle l'entend. On a rarement ça dans le mythe de la Parisienne elle-même. Elle a joué aussi d'ailleurs Une Parisienne, un autre film dans lequel elle a été mise en scène, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur les Parisiennes. Un film à sketch, Les Parisiennes, beaucoup d'autres. Paris étant, comme chantait, comment il s'appelle, Paris est une blonde, Paris est une femme, Paris est une blonde. Le nom du chanteur, c'est le canotier Maurice Chevalier. Merci. Voilà, donc Maurice Chevalier a féminisé Paris, et Paris est féminisé. Féminisé pour les étrangers, parce que c'est là que l'on trouve les femmes faciles. Pourquoi les femmes faciles? Parce que Paris et la France est à peu près, à partir de cela, le seul lieu d'érotisme partagé qui existait dans le monde occidental. La rue parisienne, à partir des années folles, est devenue une sorte de lieu de jeu érotique entre hommes et femmes. Un mixte. Vous me direz, c'est partout comme ça? Pas aux États-Unis. Pas du tout. D'ailleurs, la ville n'est pas formée de la même manière. Les villes anglo-saxonnes sont en damier. Et il y a ségrégation des sexes. J'ai beaucoup vécu aux États-Unis et quand j'étais jeune, on faisait des activités masculines ou féminines. J'étais marié, mais
ma femme allait avec les femmes faire des activités féminines, et moi j'allais avec les hommes faire des activités masculines. On ne mélange pas. On ne mélange pas les sexes. C'est bien qu'on ne le sait pas assez, mais Paris n'est pas seulement la capitale du luxe, c'est la capitale d'une sorte d'érotisme doux, de parfum d'érotisme qui attire. C'est ce que dit aussi ma femme, qui est une Américaine. Elle m'a mis au courant du mythe français chez les Américaines, qui ne me plaît pas trop d'ailleurs. Elle m'a parlé d'un dessin animé américain qu'elle avait vu, qui s'appelle Peppy the Pew. Peppy le puant. Parce que non seulement les Français sont très attractifs, mais ils sentent mauvais. C'est ce que disent aussi les Anglais. Hein. Ils sentent mauvais, mais c'est ce parfum viril, en somme, qui attire un petit peu le monde entier. Mais je vais parler, pour finir, des années 70 et du fait que, véritablement, c'est un changement fondamental qui se passe. C'est le moment où la séduction féminine apparaît. Réellement, ordinairement. Comment? Eh bien, le bikini. Le bikini qui est utilisé à la piscine Molitor en 1952 et qui a conquis et Dieu créa la femme, hein, puisqu'on a Brigitte Bardot en bikini. Et vous savez que Dieu créa la femme n'a pas été un succès en France. C'est un film qui a fini par faire 3 millions de spectateurs en France, mais qui n'a pas très bien réussi parce qu'il heurtait assez profondément la psyché masculine, qui était très protectrice, de la femme au foyer, de la femme mère, de la femme d'intérieur, etc. Par contre, Brigitte Bardot et ses charmes juvéniles ont tellement intéressé les Américains qu'ils se sont rués sur les cinémas, à tel point que toute une série d'ecclésiastiques sont allés en masse avec de nombreuses pancartes portées par des ligues de vertu, interdire la vision de ce film français qui montrait la pire des choses, c'est-à-dire la nudité féminine et surtout la sexualité féminine. Ça n'est pas tout à fait faux, parce que les années 70 ont aussi eu des formes de ce genre dans les pays scandinaves, comme vous le savez, où la nudité est plus facile à montrer, mais que dans un pays catholique du Sud, de Moyenne Europe, on se trouve à partir des années 70 avec une contestation totale de la séduction masculine, c'est une chose extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire qu'on la voit encore aujourd'hui sur les plages de Nice, où je vais toujours, parce que j'aime bien ça. Sur les plages de Nice, les seins nus sont encore à 43%. Aux États-Unis, j'ai longtemps fréquenté la plage de Hampton Bays, qui est une grande plage pour Américains, surtout fortunés. Je ne l'étais pas, mais c'était intéressant. Cette plage, à ma connaissance, jusqu'aux années où j'ai quitté les États-Unis, c'est-à-dire les années 2018, le Covid, etc. Jusque 2018, mes statistiques sur cette plage, c'était 0% de seins nus. Et c'est encore vrai aux États-Unis. C'est-à-dire,
ce n'est pas seulement ce genre de choses qui fait la séduction, mais il est certain qu'il existe des phénomènes qui sont des phénomènes terriblement français. Il y en a un que je voulais vous indiquer aussi pour finir, c'est que la séduction féminine est devenue tellement importante, on pourra en parler un peu plus en détail, mais je crois que sinon je vais faire trop long, que ça a rendu les jeunes hommes en plein malaise viril en France. Vous me direz, bon, ils sont toujours en malaise, hein, les adolescents. Non, mais là, c'est un vrai malaise. Je parle sous le couvert d'une sociologue qui a fait un livre en 2017 qui s'appelle Alpha Male. Alpha Male. C'est une sociologue qui a étudié les communautés de la séduction. Les communautés de la séduction, ça vient d'Amérique, mais ça ne marche pas comme en Amérique. C'est une nouveauté de la fin du XXe siècle qui s'est développée en France avec beaucoup de secrets en réalité. Il y a quelques personnages qui sont mêlés, comme un certain Zemmour par exemple. Il est un de ceux que les gens des communautés de la séduction française font venir pour des séminaires de séduction. Séminaires de séduction, ce sont les générations qui sont nées à la fin du XXe siècle, qui ont commencé à se plaindre, ce qu'on appelle les générations X et Y. Vous savez aussi que le mariage est en forte baisse, le divorce augmente, les garçons et les filles ne restent plus en couple toujours aussi longtemps qu'avant. Ben oui, maintenant ils ont à faire face à 80 ans ou 60 ans de vie commune, ce qui est quand même un peu différent de ce qui se passait jusqu'en 1930, où la vie était à peu près à moitié moins longue que de nos jours. En tout cas, ces fameux séminaires, de quoi s'agit-il? Eh bien, je prends leur vocabulaire. Ce sont des séminaires de refondation de la masculinité hégémonique. On vous apprend à vous comporter en meute de mâles pour faire la drague et viser des proies, pour éviter de rester toute sa vie un pauvre type frustré. Bon, je n'ai pas été dans les communautés en question, je suis trop vieux, mais Mélanie Gourarier, qui a fait ce livre, qui est un livre sociologique, donne toute une série de choses très intéressantes dessus. C'est véritablement un indice, me semble-t-il, extraordinairement intéressant. La séduction, c'était jusqu'aux années 70 uniquement masculin. Mais ils le disent. Rendez-nous notre séduction, c'est à nous. Le mâle hégémonique est le seul qui puisse réellement faire de la séduction. Les femmes le font? Non, elles ne le font pas, elles n'ont pas le droit, et si elles le font, de toute façon, elles nous le volent. En d'autres termes, il se passe quand même quelque chose d'intéressant dans notre société actuellement. C'est toute une série de phénomènes de mutation des rapports hommes-femmes. En particulier les cheveux. Vous avez vu peut-être que la grande mode maintenant chez les hommes, c'est de se raser complètement le crâne. Ben, pas de cheveux, pas de sexe. Autrefois, c'était connoté de cette manière. C'est-à-dire, c'est aussi peut-être un appel au secours, une façon de réclamer, comme on le peut, sa place dans la séduction.
Ces communautés de la séduction disent qu'il faut absolument donc réinsuffler la séduction chez les hommes et leur rendre le monopole. C'est tout à fait dans la suite de ce que je vous ai raconté. C'est loin d'être véritablement possible, hein. Je ne crois pas que ça se passera. Quoique nous avons conservé, je conclus là-dessus, nous avons conservé quand même, nous les Français, une virilité théorique très puissante. Elle est attachée à la personne de notre président de la République, toujours. Il la porte, et il devrait le savoir, j'espère. Cette séduction dit, en gros, c'est la loi salique française depuis 500 ans. La France n'a jamais eu une reine de France. Les reines de France étaient les femmes du roi. Jamais une reine, même pas Catherine de Médicis. Elle n'a jamais eu non plus, jusqu'à une époque très récente, une première ministre. On en a eu 2. Et nous sommes, sinon, il faut bien le dire, les seuls sur le continent européen qui sont encore dans ce cas de figure. La loi salique qui réserve le pouvoir suprême à l'homme. Non, il y en a un autre. Il y a une autre nation qui est un peu comme nous. On est 2, on n'est pas seul. Il y a les Belges. En Belgique et en France, il y a encore ce système qu'on appelle, on l'appelle dans les métiers le plafond de verre, c'est-à-dire la difficulté pour les femmes à faire leur chemin. Il est plus difficile en France, peut-être aussi parce que depuis une cinquantaine d'années, elles ont de plus en plus le sentiment qu'elles sont non seulement l'égale des hommes, mais qu'elles peuvent aussi bien séduire que lui. Voilà, je termine là-dessus. Alors, si vous avez des questions, des remarques. Bonsoir et merci pour votre conférence. Je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé du tout du langage, le ramage et le plumage, bien sûr. Quelle est sa part pour vous dans la séduction? Il me semble quand même que la voix et le mode d'expression comptent. Bien sûr, bien sûr. J'en parlais un peu à propos de la politesse, qui est une sorte de langage codé de la séduction masculine jusqu'à une période récente. Mais effectivement, il y a des langages. Il y a aussi des langages corporels. C'est-à-dire la séduction telle que je l'ai décrite, j'ai voulu aller à une idée directrice. Elle n'est pas entièrement vraie. Il est certain que le langage permet la séduction. Ça a été tenté déjà au XVIIe siècle par les précieuses. Les précieuses que Molière a trouvées ridicules. Mais le langage, effectivement, fait partie de la séduction. Mais c'est un langage qui lui-même est codé. Parce que la séduction peut être quelque chose de brutalement direct, comme le faisait Brantôme, qui était un personnage de la cour de Henri II, Henri III, qui a écrit un livre sur les femmes, sur les dames galantes, en expliquant que l'homme
séduit brutalement en couchant avec la femme. Dans le monde de cour du XVIe siècle dont il est. Ensuite, on a créé des langages qui sont des langages obligatoires de la séduction. Un homme qui ne les respecte pas n'appartient pas à la catégorie sociale dans laquelle il espère trouver une femme à séduire. Par exemple, dans le langage de la séduction, il est dit dans un manuel de politesse de la fin du XIXe siècle, vous êtes en train de marcher dans la rue, il parle aux femmes, en particulier à des jeunes femmes qui marchent accompagnées, comme je vous l'avais dit, et vous voyez un homme qui vous plaît. Vous n'avez pas le droit de lui adresser la parole. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas le regarder. Si vous êtes au spectacle, surtout ne le lorgnez pas avec des jumelles. Hein, ça ne se fait pas. Et autre langage de séduction, celui du geste, le même manuel raconte un peu plus loin, il dit « Vous voyez quelqu'un qui vous plaît, il est beau, il vous convient. Et puis, brusquement, il crache par terre. C'est fini. Vous ne pouvez plus vous intéresser à ce personnage. » Alors, le langage, bien sûr, ce serait, pour en parler plus en détail, et c'est aussi un jeu plus ou moins couvert de sexualité, parce que il y a d'un côté, dans notre perception de la séduction, il y a une idée absolument idéalisée. C'est, par exemple, ce que raconte Platon à propos de l'androgyne. L'androgyne, dit-il, c'est votre autre moitié. Les dieux avaient créé les êtres humains. Ils étaient d'un seul bloc, mâle et femelle. Puis, ils ont été coupés en deux. Alors, ils cherchent leur moitié. On cherche sa moitié. Ça, c'est un mythe de langage très important que énormément de littéraires ont utilisé. Votre moitié, c'est celui qui vous correspond, votre idéal. Mais de l'autre côté, Diderot dit, dans les choses les plus sublimes de la séduction et de l'amour, il y a toujours un peu de testostérone. C'est-à-dire d'attraction purement sexuelle. Alors, ce sont les deux pôles du langage qui permettent de parler de séduction. On joue dans l'univers européen, occidental, entre ces deux extrêmes, la littérature et le langage le plus érotique, hein, par exemple Sade, qui non seulement montre des scènes, mais parle le sexe. C'est du verbiage, c'est énormément de mots. Donc vous avez tout à fait raison. On pourrait traiter le phénomène aussi en parlant en détail du langage. Mais bon, je n'avais qu'1 heure, j'ai failli en prendre 2. Alors, une autre question. Bonsoir, merci monsieur. Du pouvoir de séduction qu'a exercé les grands de ce monde au droit de cuissage, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose?
Oui. La Du- fin, vous de avez la dit. séduction qu'opéraient les grands de ce monde au droit de cuissage, est-ce que vous pouvez nous dire Oui, quelque oui, oui. chose? Le droit de cuissage. Ben oui. Hélas. Le droit de cuissage, c'est le comportement, par exemple, de Henri IV. Henri IV, à qui j'ai consacré un autre livre, était un amateur extrême de chair féminine qui considérait que toute femme devait céder. Le droit de cuissage, c'est ça aussi, mais c'est une invention en tant que peur masculine. C'est une invention du 19e siècle. Il n'existait pas vraiment sous la forme qu'on lui a donnée au 19e siècle. Le seigneur qui couche avec la jeune mariée paysanne avant le mari, non, ce genre de choses n'existait pas. Il y avait une volonté de certains seigneurs de faire de tout ce qu'ils voulaient de leur sujet, ça c'est certain. Mais le droit de cuissage a été transformé en mythe pour donner l'impression qu'il faut se méfier des gens importants. Ben oui, c'est pas tout à fait faux, hein. Il faut se méfier des grands politiques, des rois, et puis aussi des personnages du show business qui ont une tendance à considérer toute chair comme étant acquise. Effectivement, ça se voit maintenant, ça monte dans la société. Mais le droit de cuissage, en réalité, c'est un peu la puissance masculine complémentaire de celle que j'ai racontée, c'est-à-dire les hommes, depuis au moins l'âge du bronze, considèrent qu'ils ont tous les droits. Sauf depuis quelques décennies, en particulier dans certains pays, etc. Mais effectivement, le droit de cuissage a été pratiqué beaucoup plus fréquemment qu'on ne le croit. Si ça monte actuellement, ce n'est pas que ces gens-là sont pires que leurs prédécesseurs. C'est tout simplement qu'on n'osait pas auparavant dire ce que ses prédécesseurs avaient fait. C'est une émergence qui, en réalité, fait partie du système de relations entre le mâle et la femelle dans notre vision de l'humanité, dans la mesure où tout simplement l'homme est généralement plus grand, plus fort que la femme et peut lui imposer beaucoup plus aisément des choses que la femme ne désire pas. Effectivement, là, on voit se développer très fortement. Ça peut vous donner l'impression que c'est quelque chose qui jaillit, pas du tout. Autrefois, il y avait aussi, par exemple, de l'inceste extrêmement répandu, inceste père-fille, mais toléré. Il y avait également des attitudes et des comportements de soumission obligatoire envers des gens, y compris dans la société qui est la nôtre, y compris au XIXe siècle, y compris au XXe siècle. Alors, cuissage, oui, c'est un beau thème d'ailleurs parce qu'on va pouvoir le développer, parce que maintenant il y a toute une série de choses qui sortent, hein, et que des gens auxquels on ne pensait pas comme étant des séducteurs suprêmes, quand on regarde leur visage, leur attitude, etc., se retrouvent maintenant accusés de ces choses-là, comme beaucoup d'autres.
Alors, une autre question ici. Oui, bonsoir monsieur. Justement, vous parlez de séducteur suprême. Moi, je voulais savoir si vous avez commencé à vous pencher, à étudier la problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui des agresseurs et les frontières entre séduction, harcèlement, agression, qui, me semble-t-il, sont très, très, très percutées actuellement. Tout à fait. Parfaitement, vous avez parfaitement raison. Les frontières en question sont en train de céder. Ce qu'on appelle le mouvement MeToo, que j'ai vu aux États-Unis, où il a débuté aussi, le mouvement MeToo, en réalité, c'est tout simplement que l'ensemble du système de domination américain est basé sur ce genre de choses. Ça existe dans le monde politique, dans le monde de la télévision, dans le monde du cinéma, dans les mondes où il y a du pouvoir et où les femmes se présentaient souvent en position de faiblesse parce qu'elles venaient demander du travail, elles venaient demander quelque chose. Et c'est ce qu'on appelait autrefois, on en parlait un peu plus à mots couverts, mais c'était extrêmement répandu, promotion canapé. C'est effectivement ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70-80, il n'est plus possible de cacher totalement cela. Ça émerge. On va voir émerger des choses beaucoup plus importantes encore, puisque une fois que la parole se développe, une fois que des condamnations sont données, souvenez-vous de ce producteur américain oui, qui a défrayé la chronique, mais il n'était au fond qu'un cas un peu plus visible que les autres. Ça ne change pas grand-chose au phénomène. Regardez même, il y a un président qui vient d'être condamné pour relation avec une prostituée, pas exactement, tout simplement pour avoir caché toutes ces choses et avoir utilisé ça dans une optique politique. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si on parle de séduction par rapport au site de rencontre et si oui, quel est l'équilibre homme-femme? Ah ben là, je n'en sais rien parce que je suis trop vieux. Non, mais tout ce que je sais, c'est très vague. Ça fonctionne sur les systèmes électroniques. C'est même la meilleure façon de rouler tout le monde, hein, puisque là, on voit sans arrêt que des tas d'affaires de séduction sont en réalité pour arnaquer des gens, pour les mettre en difficulté, pour leur casser la figure, pour les voler, etc. Alors, la séduction est un point important parce qu'on ne peut pas empêcher une chose. Il existe une séduction automatique masculine-féminine, une séduction biologique. On n'en est pas absolument conscient, mais l'être humain est un animal, et comme tous les animaux, il a dans sa programmation la survie. Et la survie passe par la séduction, qui n'est pas obligatoirement toujours brutale, mais il lui faut, c'est ce que disent certains biologistes, les hommes du passé voulaient avoir énormément de partenaires pour se reproduire, c'est-à-dire pour se reproduire à l'identique. Il fallait avoir beaucoup d'enfants pour avoir une chance de survie de soi-même et de survie de l'humanité. Alors, ne serait-ce que la survie de soi-même était un motif très important à une époque, vous savez peut-être pas, à une époque où la vie humaine
jusque 1789 était en gros de 20 ans à la naissance, l'espérance de vie. Parce que 50% des enfants mouraient avant d'atteindre 20 ans. Ceux qui atteignaient 20 ans avaient une chance de 20 ans de plus. Ils avaient passé une série d'écueils. Et ce système démographique a commencé vraiment à se modifier avec l'industrialisation, et surtout avec le développement de la médecine, etc., etc. C'est-à-dire relativement récemment. Pendant 4 ou 5 siècles, de ce que je vous ai raconté, c'est une humanité qui était aussi une humanité perdant la moitié de ses enfants obligatoirement. Toute femme qui avait 8 enfants n'en conservait que 4 en moyenne. Et encore. Donc, bien sûr, les choses prennent une tournure différente quand on pense à ça. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Muchimblé.